عملا بالبرنامج التكويني للمرافقة البيداغوجية للأساتذة حديثي التوظيف في جامعة محمد بن المسيلة والمدرسة العليا لأساتذة المدرسة العليا ببوسعادة. نتشرف اليوم بالدكتور حفظ الله الكريم لمحاضرة حول حقيقة الأشغال والتخصصات والاستاج. أستاذ حفظ الله هو عضو في اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة التكوين لعمل خلايا المرافق البيداغوجية على مستوى وزارة التعليم العالي، وهو من المهندسين تاع عملية المرافقة البيداغوجية على مستوى الوطن. طبعا هذه اللجنة أكملت أسرها وطنيا البروفيسور كمال بدري مدير جامعة محمد بوذية بمسيلة. الأستاذ حفظ الله خبير تولي في مجال الإصلاح الجامعي وجودة التعليم العالي. نتمنى إن شاء الله تكونوا تستفادوا منه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الكتاب هذا إذن هو يحتوي على البورتفوليو. فالبورتفوليو كما نشوفوا من بعد البورتفوليو كاين أنواع بزاف عن البورتفوليو. وفي هذه pour ce qui nous concerne, on va s'intéresser principalement au portfolio étudiant avec volet stage. C'est comment en fait encadrer un stage d'un étudiant selon les méthodes modernes, non pas dans les systèmes classiques où on prend l'étudiant à l'entreprise et voilà, on attend la fin du stage et puis là il expose ce qu'il a fait. Donc entre les deux, classiquement on ne faisait pas grand chose, mais maintenant entre les deux, c'est-à-dire entre le départ et l'arrivée de l'étudiant, le retour de l'étudiant, là il va se passer plusieurs choses. Et parmi justement ces plusieurs choses, justement il y a le portefeuille. Le portefeuille c'est quoi? On appelle ça aussi le portefeuille. Le portefeuille. Le portefeuille à la peine des subsides, les subsides, la monnaie que nous avons pour vivre, voilà, pour passer ne serait-ce que la journée, ou bien pour faire face à des imprévus. Ça c'est le portefeuille. Et comparativement justement au portfolio, c'est que le portfolio il comprend des documents. Des documents, qu'est-ce qu'il retrace ces documents-là? Enfin, c'est pas de l'argent, mais il retrace justement l'effort qui a été fourni par l'étudiant dans sa scolarité, dans un stage, durant des activités transversales, etc. C'est-à-dire tout ce que l'étudiant sera amené à faire, il va le mettre dans un portfolio, dans un ensemble de documents, qui peuvent être des documents écrits, qui peuvent être des documents sous forme de support numérique, tels que les vidéos, ils peuvent être sur des CD, etc. Mais bien sûr, avec des liens. On ne va pas justement se balader avec des vidéos, des CD, etc. Mais c'est des liens qu'on met justement dans notre disque dur, via un réseau, etc. Et grâce à ces liens, on accède justement à ces vidéos, et enfin à tout ce qui a été réalisé par l'étudiant, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de document écrit, soit sous forme de CD, c'est-à-dire support optique, les supports optiques. Voilà un peu justement pour une légère définition oui, donc me concernant, c'est Hafz Allah Abdelkarim. Je suis donc, comme a été dit tout à l'heure par le professeur Bouyamina, donc je m'intéresse à tout ce qui est transversal, puisque moi je suis de formation informaticienne, et je m'intéresse à tout ce qui est transversal, notamment de la qualité et tout ce qui est ingénierie de l'enseignement supérieur. La qualité de l'enseignement supérieur. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un portfolio? Donc, c'est comme on vient de le dire, c'est une collection de travaux d'étudiants. On va vous donner tout ça, mais vous pouvez prendre, bien entendu, des notes pour vous clarifier les idées par la suite. Mais nous allons vous donner bien entendu le support et qui sera aussi hébergé dans le site officiel de l'université Mohamed Bourriel. Donc c'est une collection de travaux d'étudiants qui relate son parcours
universitaire. Il comprend les efforts qui ont été entrepris, les réalisations et les progrès dans les études, les stages, etc., et les activités transversales. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que les activités transversales. Les activités transversales, ce sont les activités pour lesquelles on n'a pas trouvé un moyen où les mettre. Donc on a appelé ça activité transversale. C'est-à-dire que c'est tout ce qui peut concerner l'ensemble des modules, par exemple, l'ensemble de la scolarité des étudiants, tel que l'informatique pour les non-informaticiens. Pour les non-informaticiens, pardon, il y a le module informatique. C'est l'initiation de l'informatique. Donc ça va concerner l'ensemble des spécialités. On appelle ça transversal, ou bien horizontal. C'est à peu près la même chose. Par exemple, les langues étrangères, tout ça, c'est les activités sportives pour ceux qui ne font pas de stats. Aussi, ça va être considéré comme étant une activité transversale pour les étudiants qui ne font pas ça. L'étudiant, bien entendu, il doit être actif. تكون عنده وعي كبير في هذا الميدان باش يكون اسمه une implication très élevée pour qu'il renseigne à bon escient le document qui est devant lui. Et en plus, c'est un document, comme on va le voir tout à l'heure, il est rempli durant toute la vie. C'est tout au long de la vie. Même une fois qu'il sort de l'université, il continue à le remplir, puisqu'il va affronter un autre monde. C'est le monde socio-professionnel. Bon, à ce moment-là, il aura des choses à dire. Qu'est-ce qu'il a fait dans la journée? Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a rencontré comme problème? Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans la journée? Qu'est-ce qu'il a réalisé comme objectif, etc. Donc, tout ça, ça va être comme un journal. C'est ce qu'ils appellent ça les politiques, le journal mensuel, le journal mensuel, c'est l'ancienne de la gestion, enfin c'est la paix. Mais un écrivain, par exemple, il vous dit le journal 58-62, par exemple. Donc c'est où il relate l'ensemble des activités, ces activités propres, qui lui ont été pertinentes, qu'il a jugé pertinentes, et il les centralise, il les archive au niveau d'un journal qu'on appelle le portfolio. Donc le portfolio, c'est un document qui va concerner l'étudiant depuis son entrée à l'université jusqu'à sa disparition. Voilà. Donc c'est toute la vie d'un portfolio. À un moment donné, il le fait valoir à chaque fois. Quand il fait un stage, donc grâce au portfolio, il va pouvoir donc faire l'exposé de son stage. Quand il réalise son mémoire de fin d'études, en plus du mémoire, l'exposé, etc., il a des activités surtout transversales qu'il va les faire valoir au niveau du jury. Donc il va présenter son portfolio. Quand il cherche du travail, il va présenter son portfolio, etc. Mais vous allez me dire, ce qu'on le fait, on a le CV et le portfolio. Voilà, c'est à peu près. Voilà. Bon, on va le voir tout à l'heure. C'est que quand vous faites un CV, comment vous le remplissez? Voilà, c'est état civil, voilà, c'est 4 à 5 parties à peu près. L'expérience, les modules, voilà, c'est-à-dire les modules que vous avez réalisés, l'expérience par secteur, c'est généralement 4 à 5 parties, pas plus. Donc, vous allez retracer. Oui, pardon? Excusez-moi, je pense que c'est la consistance. Le CV par rapport au portfolio, quand même, quand il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses. Oui, même de par sa fondation, il a les CV, comme on a dit, enfin, tout ce qu'il a réalisé comme transversal, ou bien dans le cadre de ses études, ou bien dans le cadre
de son travail professionnel. Mais la différence essentielle, c'est que dans le CV, vous allez définir un parcours. Voilà, j'ai fait ça, expérience, voici mon nom, prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Voici mon expérience, j'ai fait ça et ça. À l'entreprise, j'ai fait ça et ça. Et voilà, et quelles sont mes prétentions, je compte faire ça et ça pour faire ça et ça et ça. Voilà. C'est ça le CV. Avec une jolie photo, et le problème est résolu. Par contre, bon, il n'y a pas la notion d'objectif. La notion d'objectif dans le CV, elle est absente. Et là, la différence, c'est qu'au niveau du CV, au niveau du portfolio, il se construit par rapport à vos objectifs que vous avez fixés dans la vie, que ce soit des objectifs professionnels, des objectifs personnels, c'est-à-dire personnels en dehors de l'université, en dehors du travail, etc. Bref, vous allez réaliser, vous allez centraliser, archiver l'ensemble, pas archiver, vous allez mettre en relief l'ensemble des objectifs que vous êtes fixés dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le portefeuille. On verra tout à l'heure, justement, tout à l'heure, qu'il y a l'aspect réflexif. Il y a l'analyse réflexive. C'est-à-dire qu'au niveau du CV, on ne se remet pas en cause. On dit voilà, j'ai fait, et je continue, ça s'arrête là. Tout est bien, et qui finit bien. Par contre, au niveau du portfolio, on se remet en cause grâce justement à une analyse réflexive. Voici ce que j'ai fait, voici les problèmes que j'ai rencontrés, voici les problèmes, comment je les ai abordés, voici les difficultés que j'ai rencontrées, voici les failles aussi qui sont peut-être dans ma formation, etc. Et voici aussi comment je compte surmonter ces failles et les lacunes constatées. On peut dire un rapport détaillé. Un rapport détaillé, mais vraiment détaillé par rapport à des objectifs, à vos objectifs personnels qui vous font dans la vie, puisque chacun de nous a les objectifs de la vie. C'est par rapport à ces objectifs qu'on construit le portefeuille. C'est-à-dire, entre parenthèses, ces objectifs bien, quand on se remet en cause, c'est-à-dire dans notre tête, ce n'est pas sur le passé, ce n'est pas sur le papier. Ah si. Ah oui, mais comment vous allez justement vous améliorer si vous ne faites pas ça justement par écrit? Il faut commenter. Voilà, commenter, voici les solutions, voici les problèmes, plutôt les entraves qui peuvent se dresser devant, et comment justement surmonter ces entraves. Ça ne peut pas être tout ça dans la tête. C'est bien, si jamais on a tout ça dans la tête, mais à un moment donné, il y a beaucoup de choses. Donc une analyse réflexive, on va aller voir ça tout à l'heure au niveau du TP, elle se construit justement comme une dissertation. C'est comme une dissertation. Thèse, synthèse, antithèse. On concrétise nos analyses. Ah oui. L'analyse réflexive, c'est-à-dire quand vous faites le portfolio, à la fin, il faut se remettre en cause. Voilà. Et c'est bien, parce qu'on ne peut pas progresser si jamais on s'est remis en cause. Faire un bilan sur un bilan. Voilà, et s'améliorer. Parce qu'il ne faut pas se remettre en cause et ne rien faire. Et aussi donner les solutions, etc. C'est ce qu'on appelle l'analyse réflexive. Perspective, des prévisions. Réflexive. Oui, une projection dans la vie, voilà, dans le futur. Voilà ce que je compte faire de par les difficultés qui ont été rencontrées, les solutions que j'ai proposées, etc. Voilà, je compte faire des recommandations à l'avenir. Oui. Et que, bien sûr, qu'il faut réaliser dans la mesure du possible. Voilà, donc il est renseigné, il s'inscrit donc dans le long terme, c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et les caractéristiques d'un portfolio, il est efficace et il est quelle heure? Est-ce que vous avez l'heure? Parce que j'ai été 9h.
Très bien. Donc les caractéristiques d'un portfolio, il ne s'écarte pas des objectifs d'apprentissage des étudiants, puisqu'il s'agit maintenant du portfolio étudiant ou d'étudiant. Donc les apprentissages, vous faites la différence entre connaissance, savoir, apprentissage. Bon, je crois que vous avez résolu tout ça. Ici, c'est-à-dire, il y a eu une conclusion. On parle déjà d'un portfolio, c'est-à-dire qui nous concerne, qu'on construit par rapport à lui. Et ici, le portfolio qui se construit par rapport au parcours de l'étudiant. Est-ce que c'est l'étudiant lui-même qui va le faire, ou bien si l'enseignant qui va, ou bien c'est l'administration qui va le construire? Ah non, c'est surtout l'étudiant. Mais il y a une partie, on va voir, en fait, concernant le stage, par exemple, il est surtout renseigné par l'étudiant et l'entreprise. Puisque le stage s'effectue au niveau de l'entreprise, quel est le rôle, en fait, de l'administration de l'université? Il n'est pas très important par rapport à ce rôle de l'entreprise. C'est pour cela, on va le voir tout à l'heure justement dans le TP, qu'il est rempli, il est renseigné par l'étudiant et l'enseignant tuteur au niveau de l'entreprise. Par contre, au niveau de l'évaluation, lorsqu'il va soutenir son stage, à ce moment-là, il y a une partie qui est l'appréciation de l'administration qui va être donc portée sur le portefeuille. Donc il ne s'écarte pas des apprentissages. Les apprentissages, ce sont tous ces éléments que l'étudiant a pu acquérir de par son travail personnel, de par ses contacts au niveau avec ses enseignants, au niveau de l'entreprise, etc. C'est tout ça l'apprentissage. C'est-à-dire c'est la relation qui met l'étudiant avec le savoir. Comment que lui-même il va acquérir le savoir. C'est ça l'apprentissage. Donc c'est son vouloir à lui-même. C'est son implication de lui-même, justement, dans la construction de son parcours de formation, dans la construction de la richesse des connaissances qu'il aura emmagasinées, à avoir dans la vie. C'est ça l'apprentissage. Et c'est pour cela qu'on dit on apprend tous les jours. C'est pas pour rien lorsqu'on dit cela. On apprend tous les jours. Puisque ça, c'est une relation entre la personne elle-même et le savoir. Ce n'est pas une relation entre la personne, c'est-à-dire l'étudiant, et l'enseignant. Ça, c'est autre chose. Ça, on est dans le domaine de la formation des connaissances. Il se concentre sur la performance de l'étudiant, l'acquisition des compétences, la collaboration des attitudes de l'étudiant. Il contient, comme on l'avait dit tout à l'heure, tout ce qui peut être mis sous vidéo. Par exemple, à un moment donné, vous rentrez, l'étudiant il rentre en stage et il voit une salle très bien équipée comme ce studio, par exemple. Il y a quelque chose qui s'est produit en lui-même. Il y a une sidération, une sorte de sidération, et il ne peut pas rester comme ça dans son avis. Qu'est-ce qu'il un bon étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend justement son smartphone et il enregistre les impressions qu'il a dans la salle, tout en prenant une vidéo. Et ça, c'est bien, ça peut être bien au niveau de son apprentissage, puisque c'est un apprentissage, et au niveau de l'évaluation, le jour où il aura à soutenir son travail, par exemple. Il marche dans la rue, il trouve, je ne sais pas, une rondelle perchée sur un arbre ou bien la voie sur un arbre, il la prend et il se met à disserter. C'est ça aussi un bon étudiant. On se construit comme cela. Etc. Enfin, conjuguer un étudiant, ça peut être un enseignant. Voilà, donc il met tout ça, tous ces éléments. Il les met dans des supports adaptés. Et ces supports, donc il les met
comme des supports magnétiques, optiques, etc., grâce à EDR. Le portfolio, donc, n'est pas un CV, hein. Là on l'a expliqué tout à l'heure, et voilà. Voilà, et on parle aussi de portfolio de compétences, aussi. On parle aussi de portfolio numérique ou bien de cyberfolio. Tout ça, c'est la même chose. Portfolio de compétences et portfolio numérique, cyberfolio, c'est exactement la même chose. Donc, nous, généralement, on parle de... Et cyberfolio, je l'ai étudié, il est un peu numérisé. Du vidéo. Voilà, oui, enfin, il est numérisé. C'est pour cela que je dis que c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire, il y a dans des écrits, vous trouvez cyberfolio. Bon, il y a des écoles américaines, françaises, etc. Donc, et à la fin, on risque de se retrouver avec un mot qui va faire la même chose, c'est-à-dire des synonymes. Des synonymes, tout ça, c'est des synonymes du terme portfolio. C'est exactement la même chose. Un portfolio, c'est pas un formulaire qu'il faut remplir, en principe. Une partie. Une partie. Une partie, oui. Il faut remplir, il faut renseigner, mais on ne peut pas tout prévoir, puisque pour remplir, il faut prévoir les rubriques. On ne peut pas tout prévoir. Donc, c'est à l'étudiant lui-même de compléter par les rubriques qu'il veut. Ça peut être sous forme de CV, comme je l'avais dit tout à l'heure, un enseignant il sort, il trouve une voiture garée sur un trottoir, par exemple, c'est bizarre, il apprend une photo et il disserte. Ça, c'est pas prévu dans le portfolio. Eh bien, il met ça avec une rubrique, quand il lui donne un titre avec un lien sur sa vidéo, etc. Et bon, vous allez voir que c'est très intéressant à la fin. Hein. À la fin, il a une sorte de mémoire. Bon, enfin, que si jamais on n'avait pas pris justement ces détails dans la vie, on risque de les oublier. Et certainement, on les oublie. Par contre, là, vous avez justement une mémoire vivante tout le temps qui est arrivée. Bon, quels sont les types de portfolios? Généralement, on parle de trois. De trois, mais moi personnellement, dans les trois, je vois justement un seul, puisque dans les trois, on peut les mettre justement en un seul. En un seul portfolio. Il y a le portfolio d'apprentissage, là ça concerne l'étudiant, c'est les apprentissages. Il y a l'évaluation, lorsqu'il va être évalué, donc on va détailler ça. Et le portfolio, par exemple, quand il cherche un travail, un stage, etc. Donc il va se présenter. C'est pour cela que je vous ai dit que ça peut être la même chose. On peut prévoir trois parties différentes dans le même portfolio. Et voilà, ça va être un même portfolio. Et si vous voulez les détailler, il n'y a aucun problème. Bon, donc voici le portfolio d'apprentissage. Il est spécifique à l'étudiant. Il sert à démontrer à l'étudiant ses propres capacités, ses propres compétences, et de comparer à lui-même, même puisqu'il est propre à lui, pour voir s'il a évolué, etc. Voilà, donc c'est le développement des compétences tout au long de la vie de l'étudiant. Le portfolio d'évaluation, il sert pour l'évaluation de l'étudiant. C'est un répertoire de travaux commentés par l'étudiant, donc voilà, c'est pour cela, quand je réponds à votre question tout à l'heure, il est chaque fois renseigné par l'étudiant. Donc l'étudiant qui permettra à l'enseignant d'évaluer l'atteinte des objectifs pédagogiques. L'objectif pédagogique. Ça veut dire que dans le portfolio, il y a des objectifs pédagogiques. Et s'ils ne sont pas portés, par exemple, l'enseignant et il veut évaluer un stage, il faudrait qu'il ait des objectifs. Ce stage a des objectifs. Donc l'enseignant, il faudrait qu'il maîtrise les objectifs. Ces objectifs, l'enseignant les a. Mais il est préférable aussi qu'il soit porté par l'étudiant au niveau de son portfolio. Le jour où il se présente, voici le jeu. J'ai travaillé par rapport à ces objectifs et voici le détail du travail. C'est quand même quelque chose de bien. Au lieu de voici le détail du travail et les objectifs, ils sont ailleurs. Il faudrait que ce soit dans le même document.
Le but, bien entendu, étant d'offrir aux étudiants la possibilité de revoir et réviser en fonction des critères d'évaluation. Les critères d'évaluation. Ça vous dit quelque chose? Les critères d'évaluation. Un échelle. Le temps évolué. Un échelle d'évaluation. On peut dire un échelle. Pardon, oui, vous avez dit la même chose. On ne peut pas évaluer un étudiant, c'est par rapport à Oui. la c'est par rapport à ses compétences. C'est-à-dire qu'on est ici par l'approche par compétence. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire on fait une échelle, bien, pas bien, etc. Ce qu'on appelle la grille d'évaluation. On va voir ça tout à l'heure aussi. Oui, à chaque fois, je vous dis tout à l'heure, tout à l'heure, on va voir énormément de choses, alors qu'il y a trois choses à voir. Donc, inclure la réflexion de l'étudiant, c'est ça l'analyse réflexive, c'est-à-dire la remise en cause, et il faut aller des preuves. Tout ce qui est porté au niveau du portfolio doit être approuvé. C'est-à-dire, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est un peu pour ceux qui connaissent, le ISO. Voilà, la certification. Donc il faut absolument qu'il y ait des preuves. Permettre à l'étudiant de communiquer, de présenter, de discussion de ses apprentissages avec les enseignants. C'est ça justement le portfolio d'évaluation. Donc il contient tous les éléments qui permettent une bonne évaluation, une évaluation raisonnée par l'enseignant. Et non pas une évaluation comme ça sur voilà, qu'est-ce que vous avez fait ça, oui, pourquoi avec nous. Il faut que tout soit fait sur la base de critères et d'objectifs. Et le portfolio de présentation, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il sert surtout pour les étudiants qui sont à la recherche d'un stage, etc. Il permet de proposer au public les meilleures réalisations de l'étudiant, c'est-à-dire qu'il va choisir parmi ses apprentissages et ses évaluations, etc. Il va choisir les meilleures séquences et ces séquences, il les met justement dans ce portfolio de présentation. Les meilleures séquences, en fait, ce sont les séquences qu'il souhaite lui-même, qu'il veut lui-même, qu'elles soient connues par le public. S'il y a même des choses intéressantes et qui n'intéressent pas le public, c'est pas la peine. Donc il faudrait aussi l'étudiant, il faudrait qu'il ait l'esprit de synthèse. C'est comment choisir parmi un ensemble les éléments qui peuvent intéresser le public. Et non pas des éléments qui ne peuvent pas intéresser le public. Ça ne sert à rien. D'accord? Voici les types de portfolio. Peut-être vous avez des questions. Voilà, tout à l'heure, c'est de noter au fur et à mesure les points d'explication. Pas tout, non? L'intérêt pour l'étudiant maintenant, le portfolio, on peut distinguer au moins deux intérêts. Le portfolio étant plus complet qu'un CV, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, il est mieux de présenter pour la recherche d'un emploi ou bien d'un stage un portfolio plutôt qu'un CV. C'est préférable. Il permet aussi à l'étudiant, quelques années plus tard, avec du recul, de revoir un peu ce qu'il a fait. Et il va peut-être un peu rire, quand il était jeune, voilà ce que j'ai fait, etc. Et pour se projeter justement dans un avenir qu'on lui souhaite meilleur. C'est ça justement les deux intérêts pour l'étudiant. Ça peut être la même chose, ça peut être pour nous, l'enseignant, ça peut être la même chose. Voilà, et comme la démarche portfolio, donc c'est une démarche tout au long de l'année. Réflexion et, selon vous, un portfolio est-il différent d'un CV? Tout à fait. Oui. Un peu, c'est pour peut-être ceux qui sont arrivés en retard, etc., pour remettre un peu les idées en place. En portfolio, il y a notre évaluation. Si on dit des failles dans notre parcours. Oui. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le deuxième type, le portfolio d'évaluation, puisque là, c'est le cas général, le portfolio.
Donc il peut servir à l'évaluation par une tierce personne. Il peut être un enseignant par exemple. Les objectifs, il contient des objectifs, le portfolio. Si tu problèmes les solutions, Voilà. la situation des problèmes, la résolution des problèmes dans le CV. Donc c'est Je pense que le CV, c'est la sous-ensemble du portfolio. Si on parle ouais, voilà. Voilà. Il permet une appréciation d'un parcours. Il ne permet pas l'évaluation. L'évaluation, c'est il faut des critères. Dans le CV, il n'y a pas de critères. Donc, quand je dis les critères d'évaluation, bien entendu. Est-ce qu'il y a un autre élément différenciateur? Concernant les critères, comment on apporte pour s'auto-évaluer? Quelle serait la source de ces critères? Qui va dessiner ces critères? Est-ce que c'est l'étudiant ou bien on va se référer à d'autres sources? Oui, enfin, les grilles d'évaluation, c'est par rapport à ce qu'on appelle, on va le voir avec les critères, on va en parler, c'est par rapport au référentiel. C'est le référentiel de compétences. Lorsqu'on fait un référentiel de compétences, on élabore en même temps une grille de compétences. Voilà, une grille de compétences, une grille d'évaluation des compétences. Alors que les critères de compétences, plutôt le référentiel de compétences, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend justement les objectifs et les grands critères d'évaluation. Dans la grille d'évaluation, on reprend justement ces critères et on les évalue par rapport à une échelle. Bien, pas bien, objectif atteint, pas atteint, etc. D'accord? Donc, une grille d'évaluation, elle est tout le temps liée à un référentiel de compétences. Ils doivent juger avec un tiers. Qui permettent à une tierce personne d'évaluer. Donc ce sont des critères objectifs. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Dans le référentiel de compétences, il n'est pas élaboré comme cela. Il est élaboré avec une équipe, c'est pour un domaine précis. Par exemple, pour une offre de formation. On fait sans référentiel de compétences. Ce qu'on appelle aussi le référentiel de formation. Exactement la même chose dans ce cas. Et à ce moment-là, les référentiels comprennent vraiment tous les éléments qui permettent de mener à bien l'offre de formation. Je pense que le facteur temps est limité dans le portfolio. Par contre, dans le CV, le facteur temps est illimité. Par exemple, le suivi du trajet, par exemple, des travaux qu'on a réalisés, et qu'on a terminé, par exemple, notre formation, par exemple, comme ingénieur, jusqu'à l'obtention du diplôme de doctorat. Cette période elle est plus longue. Par contre, si on parle du portfolio, par exemple, il peut comprendre une période de temps, par exemple, de 6 mois jusqu'à une année. Le portfolio, vous avez pris l'exemple de l'ingénierat ou bien du master jusqu'au doctorat ou bien en magistère, etc. Dans le portfolio, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je suis titulaire de diplôme d'ingénieur, diplôme de doctorat. Mais il n'y a pas entre les deux. Entre les deux, dans un CV, vous ne pouvez pas le mettre. Mais voilà, c'est-à-dire le cursus à ce moment-là, dans le portfolio. Alors là, vous avez toute l'attitude de tout mettre, justement, de ce que vous avez rencontré comme difficulté, plus les enseignements, les enseignants, l'université, le comportement, la société, l'environnement, tout ça, vous le mettez dans le portfolio. C'est pour cela que je dis que dans le portfolio, il travaille tout le temps par rapport à tes objectifs. Et qui permet l'évaluation. Par contre, un CV ne permet pas l'évaluation, il permet une appréciation. Entre les deux. D'accord là pour cette petite réflexion hein. Voilà pour ceux ou celles parmi vous qui déjà ont une toile. Voilà. Donc, le reste c'est classique. Donc, vous êtes passé par un magistère. Ah, d'accord. Donc, par conséquent, je vais un peu. Donc, vous ne connaissez pas tout à fait le RMD.
Donc, très rapidement, puisque vous allez avoir des modules sur ça, des ateliers avec d'autres collègues. Donc, pour la licence, très rapidement, le dispositif de formation universitaire, nous avons 6 semestres. On parle de semestre, la semestrialisation, et non pas d'année, on parle de semestre. Donc la licence c'est 6 semestres, un semestre c'est 30 crédits, et donc si je multiplie 6 fois 30, ça fait 180 crédits. Pour avoir la licence, il faut capitaliser 180 crédits. On verra après là ce que c'est qu'un crédit. Un master c'est 4 semestres ou bien 120 crédits supplémentaires, et pour avoir le master à partir du baccalauréat, donc il faut 180 crédits plus 120, ce qui donne lieu à 300 crédits. Le doctorat, pour les textes, c'est 6 semestres réglementaires, mais il peut y avoir prolongation, je crois, d'1 à 2 années, selon les cas. Mais sont mesurés par, ce sont des études de recherche qui se déroulent dans le temps en nombre d'années, non pas en nombre de crédits, comme les enseignements. La structure des études, la semestrialisation, le semestre et la durée périodique de l'enseignement, c'est-à-dire que tout doit être clôturé dans le semestre. Si vous avez des modules, vous ne pouvez pas faire un module qui commence au mois de septembre, il est semestriel, c'est au mois de janvier qu'il faut faire les examens, et non pas au mois de juin. Au mois de juin, c'est le rattrapage. Chaque semestre comporte un nombre fixe de semaines. La CNH, qui est la Commission nationale d'habilitation au niveau du ministère, elle fixe ça de 14 à 16 semaines d'études, y compris les examens. Voilà, et vous avez 4 types d'UE, c'est ce qu'on appelle les unités d'enseignement. Vous avez les fondamentales, les méthodologies, les découvertes et les IET. Voici les fameuses IET, les transversales, unités d'enseignement transversales. Le terme, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas mettre, tout ce qu'on peut ne pas mettre, entendu dans les UEF, ou bien dans les UEM, ou bien dans les UED, eh bien, on a prévu une sorte de toponyme qu'on appelle UET, l'unité d'enseignement transversal, qui peut concerner l'ensemble de des UEF, des UEM et des UED. C'est parce que si on les met dans une UED, ça veut dire qu'elle ne concerne que l'UED, que les matières de l'UED. Si on les met dans les UEF, ça veut dire que ça ne concerne que les matières de l'UEF. Alors qu'elle concerne l'ensemble des matières et l'ensemble des UE, donc on a créé une UE supplémentaire qu'on appelle transversale, et on met ce genre de matière, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, elle fait etc. D'accord? Maintenant, les UF, ils sont indispensables à la spécialité. C'est l'unité d'enseignement fondamentale. Il y a des matières qui sont indispensables pour devenir ingénieur en biologie. Il faut mettre les matières de biologie là-dedans. Les UM, c'est quoi? C'est les unités d'enseignement de méthodologie. C'est-à-dire que l'étudiant, grâce à ces matières, il va acquérir la méthodologie de travail. Et en plus de cela, quelque chose qui est extrêmement bien bien recommandé au niveau de l'EMD, c'est l'autonomie dans le travail. Donc, on met aussi tous les éléments qui permettent à l'étudiant d'acquérir de l'autonomie dans le travail. Il ne faut pas qu'il soit dépendant. Puisqu'il il participe à la construction de son parcours de formation, à sa formation. L'UED, ce sont les découvertes. C'est ce qu'on appelle aussi les unités d'enseignement mineurs, et les UEF, on appelle les unités d'enseignement fondamentales majeures, et les UED, les unités d'enseignement fondamentales mineures, entre mineurs et majeurs. Pourquoi mineurs? Majeurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, ils sont indispensables pour la spécialité, et mineurs, puisqu'elles permettent de faire des passerelles d'un parcours à un autre. Lorsqu'une offre de formation est bien construite, on prévoit justement dans les IED les matières qui permettent à l'étudiant d'opter pour un autre parcours si jamais le premier parcours qu'il avait choisi ne lui convient pas. Donc il termine l'année
contenu de l'année. Et à la fin de l'année, donc il va bien sûr mettre le focus sur ces matières UED, sur lesquelles il travaille, plus que les autres étudiants, pour que les équipes de formation du parcours où il veut aller, ils l'accepteront justement sur la base des résultats obtenus au niveau des matières de l'UED. Donc l'UED, ce sont des matières qui permettent à l'étudiant de changer de parcours de formation, c'est-à-dire prendre une passerelle, et c'est pour cela qu'on les appelle les unités d'enseignement fondamental mineures. Et alors que les autres sont majeures. Voilà, UF, fondamental majeur, qui nous permettent pas de faire on appelle ça la passerelle. Les unités, voilà. Donc on va expliquer l'ensemble de ces 4 UE. Qu'est-ce qu'un crédit et voilà, qu'est-ce qu'un crédit selon vous? On a dit une licence, c'est 180 crédits. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, il faut partir, premièrement, on va raisonner en termes de volume horaire, en premier. Et que le ministère, c'est lui qui définit le nombre d'heures par crédit. Ce n'est pas l'université, puisque c'est au niveau national. Eh bien, un crédit est entre 20 et 25 heures. Les tarités, on va parler de 711, 712, sont des... Non, on ne les a pas donnés, 711 et 712. Donc il faut le réclamer, puisque c'est à partir de ça que vous allez travailler. Il y a toute la réglementation, comment faire la moyenne, etc. Dans le cadre du LAD, puisque vous enseignez dans le cadre du LAD. 711 et 712, vous arrêtez 711 et 712. 711. Oui. Et 712. Le 711, c'est pour la pédagogie, les moyens, etc. Les yeux, il explique tout ça, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Et le 712, il explique tout ce qui est comportemental de l'étudiant, les absences, les jurys, etc. D'accord? Donc là, ils sont intéressants à lire d'ailleurs. Donc l'IE, façon mesurée en crédit, un crédit correspond à une charge de travail. Cours, stage, etc. Et travail personnel. Donc si jamais un module, il a 80 heures, on dit comme une matière, par exemple, mathématiques, en S1, j'ai 80 heures. C'est l'équipe de formation qui arrête. Eh bien, 80 heures, ça c'est dans le système classique, mais aussi dans le système LMD, mais il faut lui faire correspondre un nombre de crédits. Comment? Eh bien, c'est simple, on va diviser le nombre d'heures par le nombre d'heures d'un crédit. Or, tout à l'heure, je vous avais dit un crédit, combien qu'il fait, arrêté par le ministère, il fait entre 20 et 25, disons 20. Pour faire bonne division parfaite. Eh bien, si c'est 80, eh bien, vous allez diviser 80 par 20 et vous allez trouver le nombre de crédits qui est 80. Mais dans le cas, vous allez mettre tout. C'est les cours, les stages, les TD, les TP et le travail personnel, qui représente à peu près entre 12 et 15% du nombre d'heures du module. C'est-à-dire que si vous avez 80, vous avez à peu près 9 heures de travail personnel. Une dizaine. Ça aussi, il faudrait que ça soit inclus dans les 4 crédits. Et vous allez donner les 4 crédits, une fois qu'il a eu la moyenne, vous allez donner les 4 crédits que s'il a fait donc le cours convenablement, il a fait son stage convenablement avec le portfolio, etc. Et il a fait le travail personnel, il a peut-être soutenu un mémoire, etc. Selon la nature du module, selon la nature de la matière, puisque dans le LMD, on parle de matière et non pas de module. Comment c'est ça? D'accord. Voilà, donc un crédit,
crédits. Chaque semestre, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est 30 crédits. Donc pour une licence qui fait 6 semestres, donc c'est 180 crédits, c'est 6 fois 30. Et pour un master supplémentairement, il faut rajouter 120 crédits. Pourquoi 120? Puisque c'est 4 semestres. Un semestre fait 30 crédits, 4 fois 30, ça fait 120. Le doctorat, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est 6 semestres, plus une prolongation, 6 années. Non, c'est pas 6 semestres d'études, hein, c'est 6 années d'études. Non, oui, c'est 6 semestres, 3 années d'études. Oui, 3 années d'études, puisque tout à l'heure, vous avez dit qu'on raisonne en termes d'années, et non pas en termes de semestres. Donc, c'est 3 années d'études, plus s'il y a eu une prolongation d'1 année, voire même 2. L'année académique, donc, elle correspond à 60 crédits. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 semestres. Donc 2 fois 30, ça fait 60. 30 à 6 crédits, voilà, sans sanction des enseignements présentiels. 24 à 20 crédits restants sanction des projets, les mémoires, les stages, ces crédits, etc. Une année académique comprend un volume horaire approximatif réparti en 730. Ça, c'est pour ceux qui auront à concevoir l'offre de formation. C'est-à-dire que vous allez construire une licence de la première à la 3e année. Donc une année académique, c'est à peu près 810 heures maximum avec le travail personnel. Et sans pour le travail personnel, et en tout, vous allez avoir quelque chose comme 1200 heures pour l'année. Donc pour avoir une licence, on est aux alentours de 4000 heures. Pour avoir une licence. Pour une offre bien construite. Et bon, avec 4000 heures, 3600, 3800, disons jusqu'à 4000, c'est pas rien. Parce qu'il faut vraiment, 3 ans tout ça. Et il faut vraiment que l'offre soit vraiment bien construite pour arriver à ça. Sinon, on est dans une moyenne pour une licence de 1100 à 1700, pas plus. C'est-à-dire qu'on est en deçà de la norme. Pourquoi? Parce que certains parcours de formation ne sont pas construits en tenant compte de l'ensemble des paramètres.